Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Studio Jiminy. Je suis Nicolas Gir et ensemble on va aborder un sujet qui a été maintes fois évoqué sur YouTube notamment et sur les internets d'une manière générale dans la façon d'effectuer la prise de vue et dans la post-prod qui va avec. Aujourd'hui, on va parler lévitation. Alors, ce qui explique un peu effectivement l'image que vous voyez, c'est la grande classe de la méditation. Alors, la lévitation, la thématique a été abordée depuis déjà longtemps, en long, en large, en travers, beaucoup de vidéos en anglais. C'est un truc qui m'a été rapporté. Alors effectivement, où on constate, hein, dès qu'on cherche lévitation, photographie, on va trouver beaucoup de ressources en anglais et finalement assez peu en français. Donc on s'est dit qu'on allait apporter notre petite pierre à l'édifice. Mais au-delà de ça, la lévitation, quelque part, ça va être presque un prétexte pour aborder des éléments techniques dans Photoshop qui vont permettre de construire une image où il y a de la lévitation en jeu. Du coup, ça permettra également d'aborder la partie prise de vue. Mais ce qui va être intéressant, ça va être deux choses. Bon, déjà, on va parler détourage parce que fatalement, il y aura une notion de détourage, mais ça va permettre de parler notamment d'un flou que j'aime bien, qui est le flou de bascule et décentrement et qui va s'utiliser comme un filtre dynamique. Et ça va permettre également, sur une autre image, de parler d'un détourage un peu particulier, d'une technique de détourage un petit peu particulière, où on va utiliser les couches pour pouvoir venir détourer certains éléments. Donc, on va déjà démarrer avec cette image-là. Donc on va un petit peu parler prise de vue. Au niveau de la prise de vue, donc là vous êtes sur un autoportrait, alors que vous soyez tout seul ou que vous soyez plusieurs pour effectuer la prise de vue, fondamentalement ça change pas la donne, enfin, en tout cas à mon sens. L'idée ça va être de faire donc une prise de vue avec le sujet sur un support, parce que va falloir un support, hein. Personne l'évite de façon naturelle, a priori la science nous le dit. Donc du coup, il va falloir un support, donc un tabouret, une chaise, n'importe quoi. Alors prévoyez quand même un truc qui est stable pour éviter que votre sujet ou vous-même ne vous cassiez la figure. Ce serait dommage quand même que ça finisse en accident. Et donc le boîtier sur pied, c'est mieux parce qu'on va faire deux prises de vue. On va faire une prise de vue du sujet et une prise de vue du décor. Alors là, l'idée, c'est que ça bouge pas, hein, bien évidemment. Ceci étant dit, vous avez un truc qui s'appelle l'alignement automatique des calques, dont on parle dans la masterclass sur Studio Jiminy, dont on parle dans la masterclass sur Photoshop. Donc, vous avez un truc qui permet d'aligner des calques si vous avez shooté à main levée et qu'il y a un léger décalage. Peut-être qu'on en reparlera sur la chaîne. Pour le moment, je ne sais pas, on verra. Ça peut faire l'objet d'une petite vidéo. Mais donc du coup, là, l'idée, c'est que rien ne bouge, hein. Au niveau du setup lumière, on a un petit mélange de lumière naturelle et un coup de flash qui tape au plafond. L'idée était d'avoir une construction de lumière assez solaire, donc avec des ombres assez dures et assez marquées. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, on va attaquer la partie retouche, donc deux prises de vue avec le boîtier sur pied, et que si vous faites ça à la main, va falloir sans doute utiliser l'alignement automatique des calques. Donc, du coup, une fois que vous avez récupéré vos deux photos, on va venir donc chercher la commande dupliquer le calque et on va envoyer donc le document où il y a le sujet sur le document où il y a le décor tout seul. Donc pareil au niveau de la lumière, c'est mieux d'avoir une cohérence sur les deux photos. Ça évitera une partie post-prod de la lumière, même si on va quand même la retaper un tout petit peu. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, on va devoir se débarrasser de la chaise pour donner l'impression que je flotte dans les airs, tel un yogi confirmé. Alors, du coup, on va utiliser deux outils. Parce qu'on a quelque chose qui est assez contrasté entre le fond et la forme, même si le décalage, par exemple, entre cette zone du t-shirt et le blanc de la porte n'est pas complètement dingue, on va quand même pouvoir rattraper ça avec, par exemple, un outil de sélection rapide. Donc l'idée, c'est qu'on va venir prendre notre outil de sélection rapide, on vérifie dans la barre d'options qu'on est bien en addition, et puis le cas échéant avec CTRL et ALT, ou alors avec la fonction ici dans la barre d'options qui va vous permettre de régler le diamètre, on va venir prendre donc un diamètre de forme qui est adapté à ce qu'on est en train de venir sélectionner. Donc on va venir faire une sélection du sujet. Alors pour les cheveux, on s'embête pas. On va faire ça propre, hein, mais pour le moment, on s'embête pas. Donc, on va venir étendre la sélection. Pouf, pouf. Là, donc, c'est quand c'est trop. Soit vous allez chercher le moins, parce qu'on va vouloir retirer de la sélection, parce que là, j'en ai
pris la sélection a pris en compte cette partie-là alors que c'est pas nécessaire. Donc soit on va se mettre en soustraction de sélection ici, sinon ce que vous pouvez faire c'est maintenir la touche Alt enfoncée pendant que vous utilisez votre outil de sélection rapide, ce qui va vous permettre de débrayer et de passer en soustraction de sélection et donc de pouvoir récupérer le tir. Et donc on va s'apercevoir que sur cette zone-là, c'est un peu compliqué pour l'outil de venir récupérer correctement la sélection. Donc du coup, bah pareil, on va pas s'embêter, on utilisera un autre outil de sélection pour venir finaliser ce qu'on est en train de faire. Donc là, on va venir récupérer donc hop, tout ce qui va bien. Là, pareil, on va faire un petit retrait de la sélection. Là, on va faire un petit retrait également de la sélection. Tac. Et ensuite, on va un peu rentrer donc dans le détail parce que c'est important. Tac. Donc, on reprend notre outil de sélection rapide. Tac. On va réduire un peu la taille et donc en moins, on va enlever ce qui dépasse ici. Prenez votre temps avec la sélection. L'idée c'est qu'on ait un résultat qui soit propre à l'arrivée. Tac. Là on va récupérer le petit bout du t-shirt qui manque. Donc il a décidé, voilà. Ça on est bon. Ensuite là on est bon. Là il nous en manque un petit bout, on va le récupérer aussi. Là pareil, il manque des bouts sur la main. Donc on va venir les récupérer. Donc vraiment prenez le temps de faire le tour vraiment bien de votre sujet pour être sûr que vous avez bien récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Donc là, on arrive finalement dans la situation, le petit bout qui est là. Donc on arrive dans la situation où ça va pas être ultra évident de finaliser la sélection avec l'outil de sélection rapide. Donc on va pas s'embêter. On va prendre genre le lasso polygonal, c'est en fonction de comment vous êtes à l'aise avec les différents outils. Là, on va se mettre en soustraction de sélection et simplement, on va enlever le petit bout qui traîne ici, pouf. Là, on va enlever le petit bout qui traîne ici. Pareil, là, au niveau du pouce, ça part un peu en vrille. Donc là, tac, on va enlever ce bout-là. Et je m'aperçois ici, j'ai un bout qui manque. Donc je vais devoir faire une addition de sélection. Donc on va reprendre le bout là. Là, on va faire un retrait. Tac, tac, là on est bon. Là, pareil, on peut faire un petit retrait quand même. Tac. Et donc on arrive sur la zone ici où ça coince quand même pas mal. Donc un truc qu'on peut envisager de faire, c'est de dire on va retirer tout ce bloc là de la sélection. J'ai dit on retire, donc on va se mettre en soustraction. Là pareil, on va tout enlever et on va faire un détourage propre, on va le faire à la plume et ça va nous permettre de voir comment, lorsqu'on a déjà une sélection active et qu'on a un petit bout de tracé à la plume, comment qu'on fait pour venir assembler l'ensemble. Assembler l'ensemble, c'est brillamment dit. Donc là, on va récupérer la plume. Le raccourci, ça va être la touche P. Et donc, on va se mettre en addition, donc en associer les formes au niveau de la barre d'options. Donc, l'idée, c'est de démarrer de l'intérieur de la sélection qui existe déjà. Donc, on va venir faire notre petite zone. Hop là, notre petite zone. Donc pareil, si vous avez des questions par rapport à la plume, vous pouvez regarder sur le site Studio Gemini, dans la partie consacrée encore une fois à Photoshop, il y a tout un topo sur la gestion des tracés à la plume. Mais l'idée, c'est qu'on va donc venir suivre la forme en créant donc des points d'ancrage au fur et à mesure. Lorsqu'on a un point d'ancrage qui est créé, on va venir donc générer des tangentes qui vont permettre de suivre la courbure de l'objet qu'on est en train de détourer. Là aussi, peut-être qu'on fera en fonction des demandes. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes intéressé par une petite vidéo sur la plume. Comme ça, on est au courant et ça permet, le cas échéant, de vous pondre un petit truc sur le sujet. Donc là, on va venir, hop, tac. Donc finir de détourer nos pieds, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, on va venir faire un tour ici.
Alors la plume, c'est pas toujours évident. Enfin, en gros, c'est pas évident quand on l'aborde vraiment la première fois. Demander à n'importe qui a déjà fait un détourage à la plume, la première phase avec la plume, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ça peut même vite devenir énervant. Mais je peux que vous recommander d'insister sur la question parce que c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant en matière de détourage. Donc hein, encore une fois dans les commentaires, n'hésitez pas si une petite vidéo sur le sujet vous intéresse. Et donc du coup, ce sera rendez-vous sur la chaîne. Donc dans les tracés, dans la palette tracée que vous pouvez trouver dans la partie fenêtre tracée si elle n'est pas activée à l'écran, on a donc maintenant un tracé de travail. On va double-cliquer pour le mémoriser des fois que. Et on va faire un clic droit et on va demander à définir une sélection. Et dans la partie qui arrive ici, dans la boîte de dialogue, déjà on va pas mettre de contour progressif, on fera ça dans un second temps. Et par contre, on va demander à ajouter à la sélection. On va valider avec OK. Et donc maintenant, le tracé à la plume qu'on avait fait est venu s'inclure à l'intérieur de la sélection qu'on avait déjà effectuée avec l'outil de sélection rapide. Et donc du coup, on a l'intégralité maintenant de notre sujet qui est sélectionné. À partir de là, on va se rendre dans la palette des calques et on va mettre en place un masque de fusion. Et du coup, lorsque vous mettez en place un masque de fusion à partir d'une sélection, le masque s'adapte et vous vous retrouvez donc dans la situation où tout ce qui était à l'intérieur de la sélection, le sujet par extension, ce qui était choisi apparaît en blanc sur le masque de fusion et tout le reste qui était en dehors de la zone de sélection va apparaître en noir sur le masque de fusion et donc sera masqué. Au niveau du masque de fusion, si vous maintenez Shift enfoncé et que vous cliquez sur la vignette du masque, ça désactive le masque et ça vous permet donc de retrouver le calque dans son intégralité. Rien n'a été effacé, on est vraiment dans une optique de on masque. Alors quand on regarde dans le détail, au niveau du détourage, ça marche, il n'y a pas de souci, c'est propre. Maintenant au niveau des cheveux, ça part un peu en vrille et puis ce serait bien d'avoir un petit côté un peu flou. Donc un petit contour légèrement flou pour pas qu'il y ait ce côté trop taillé à la serpe qu'on va retrouver avec les outils de sélection. Donc dans un premier temps, on va s'occuper des cheveux, on va aller dans sélectionner et masquer. Alors là pareil, je vais pas trop rentrer dans le détail du fonctionnement de la commande, je vous renvoie à une autre vidéo qui parle du détourage de cheveux qui est sur la chaîne également, où je vous parle donc de la commande sélectionner et masquer. Si vous la trouvez pas parce que vous êtes sur d'anciennes versions de Photoshop, la commande sélectionner et masquer s'appelait améliorer le contour. La commande, je crois que c'est jusqu'à CS5 ou CS6, la commande s'appelait donc améliorer le contour et non pas sélectionner et masquer. Bref, là on va demander un petit rayon dynamique, on va augmenter donc un petit peu la variable du rayon, puis on va prendre ce pinceau là qui est donc le pinceau d'amélioration des contours, et simplement tout ce qu'on a à faire, c'est très simple, en jouant un peu avec la taille, on va venir passer sur le contour des cheveux, pouf pouf, et donc ça va permettre à la commande de venir, à travers le masque qu'on a mis en place tout à l'heure, de venir étendre la zone de masquage et donc de récupérer du cheveu. Et donc si vous avez des cheveux à détourer et avoir donc un truc propre à l'arrivée, c'est vraiment la commande qu'il faut. Vous voyez, là on est dans la capacité totale de récupérer toutes les petites mèches qui avaient été mises de côté. On peut aussi jeter un œil, par exemple ici on a du petit duvet, j'ai des poils sur les bras, donc du coup on va venir par exemple étendre un peu la zone de masquage et hop, on récupère un petit peu le contour du bras avec les petits poils. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va valider donc avec OK. Le renvoi se fait sur le masque de fusion actuellement en cours de route. Si je maintiens Alt et que je clique sur le masque, je rentre donc à l'intérieur du masque et ça me permet de voir comment la commande a fonctionné au niveau des cheveux. Et on s'aperçoit que effectivement le résultat marche bien, c'est propre. On a vraiment des petits niveaux de transparence qui sont super intéressants. Là, pareil, tu vois les petits poils au niveau du bras. On a bien récupéré ce qu'il fallait, donc tout roule. Pour sortir de ce mode-là, vous cliquez sur la vignette du calque et tout ira bien. Et donc, basiquement, on aurait fini. Si je prends ma flèche de déplacement raccourci V, sinon vous allez faire un petit tour dans la barre d'outils, je vois que je peux maintenant me déplacer un petit peu partout. Donc je peux me mettre où j'ai envie au niveau du décor. On va augmenter un petit peu la taille du sujet, donc de ma chère personne. Peut-être, tac, je n'étais pas totalement droit, on va jouer un peu avec la rotation. Et donc, à partir de là,
Ce qu'on peut envisager de faire, c'est par exemple de créer une ombre portée et un reflet. Quand on regarde le calque d'origine, donc qui a bougé maintenant que j'ai déplacé les choses, quand on regarde au sol, il y a quand même une notion un peu de le sol est un peu brillant, donc il y a des reflets et il y a des ombres portées. Alors après, on se rend compte aussi que ce qui provoque une ombre portée et ce qui provoque un reflet, c'est finalement le tabouret. On voit très peu, on voit que ça s'estompe. Hein. Quand on regarde dans le détail, on voit que ça s'estompe très rapidement. Donc ça, c'est dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, si j'étais réellement à cette hauteur-là en train de flotter dans l'air, a priori, il n'y aurait pas vraiment d'ombre, il n'y aurait pas vraiment de reflet. Ceci étant dit, on va quand même créer une base de reflets et d'ombres qui vont permettre d'asseoir l'ensemble, qui vont créer un univers, qui vont permettre de, quelque part, de donner de la stabilité à l'image et de pas avoir l'impression vraiment que je flotte comme si j'appartenais pas, comme si cette photo avait pas été prise pour de vrai. Donc, on va venir, dans un premier temps, dupliquer notre calque. Donc, on va l'appeler sujet, par exemple. Sujet, tac. Donc, on va venir dupliquer. Alors, pour dupliquer, vous avez deux solutions, enfin même trois solutions dans l'absolu. Soit vous attrapez votre calque, vous le faites glisser sur l'onglet de création nouveau calque, ça copie. Le raccourci clavier, ça va être Command J, ça copie. Et donc, la copie va se placer au-dessus de notre calque sujet. Si maintenant, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous faites un glisser vers le bas, ça va également faire une copie, mais qui se placera en dessous. Donc là, vous êtes, à mon avis, complètement au point. Vous avez trois solutions pour venir dupliquer votre calque. On va venir faire un clic droit sur le masque de fusion, on va appliquer le masque, parce que là, ce calque-là va servir à générer une ombre, et donc du coup, on n'a pas besoin de s'embêter avec la conservation du masque de fusion. Donc ça, on va l'appeler ombre. On va faire un clic droit sur la vignette du calque et on va demander à l'option qui s'appelle sélectionner des pixels. J'insiste bien sur la vignette du calque parce que si vous faites le clic droit sur la bande, vous n'avez pas l'option en question qui apparaît. Donc rendez-vous sur la vignette et vous demandez à sélectionner donc les pixels. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre la pipette d'échantillonnage donc de couleurs et donc celle qui s'appelle pipette hein, tout simplement. Donc vous allez trouver ici. Donc on va prendre la pipette, on va venir échantillonner un ton vraiment foncé, par exemple du pantalon, tac. Et donc on s'aperçoit qu'on a un noir qui tire un petit peu, qui est coloré, hein, qui tire un petit peu sur le jaune. On peut même peut-être chercher un truc peut-être un poil plus orange, tac. Parce que si vous avez un noir pur, donc qui va être un noir sans composant de couleur à l'intérieur, ça fait bizarre parce qu'une ombre elle est toujours colorée déjà de par la lumière qui a provoqué l'ombre et de par l'environnement aussi. Donc là on est sur un environnement un peu jaune-orange quand on regarde un peu la couleur du parquet, même la couleur de la lumière. Donc du coup on va partir sur une ombre, un noir qui est légèrement coloré. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser, donc soit vous vous rendez dans édition et vous demandez la commande remplir et vous choisissez donc remplir avec la couleur d'arrière-plan, parce que le prélèvement s'est calé dans la couleur d'arrière-plan du sélecteur de couleurs de la barre d'outils. Sinon vous utilisez commande et la touche retour arrière du clavier. Ça sera contrôle et retour arrière du clavier pour venir remplir avec la couleur donc d'arrière-plan du sélecteur de couleurs. Donc là, on peut maintenant désélectionner, prendre la flèche de déplacement, raccourci V, et on va déplacer ce calque-là, et donc effectivement, on se rend compte qu'on a bien donc une ombre portée qui a été créée. À partir de là, on va lancer le raccourci Command T, qui équivaut à se rendre dans Édition, Transformation, enfin transformation manuelle. On va faire un clic droit à l'intérieur du bloc de transformation et on va demander la torsion, et on va venir donc du coup écraser un peu notre ombre de façon à la plaquer au sol. Alors la lumière vient de par là, hein, donc l'ombre elle va partir, elle ne sera pas en zénithal, hein, elle va partir un peu au-dessus, donc on va peut-être avoir quelque chose tac, comme ça. Et donc on va la faire partir un poil avec les poignées de milieu. Donc les poignées de côté vont vous servir à écraser un peu la forme et les poignées du milieu vont vous permettre de générer les perspectives. Alors de temps en temps, vous avez des petits bugs visuels qui apparaissent où le calque reprend sa forme initiale, mais c'est pas très grave. Continuez sur les poignées et le calque reprendra sa structure pendant la phase de déformation. On va valider avec donc entrée et à partir de là, on va pouvoir jouer un peu
avec l'opacité. Et puis, le cas échéant, on pourrait se dire que on va faire un clic droit, donc là pour le coup sur la bande grise du calque, et on va demander à convertir en objet dynamique. Alors on fait ça pour pouvoir revenir dessus. Alors, un petit truc quand même, je vais annuler ce que j'ai fait au niveau de l'opacité, parce que si je convertis mon objet dynamique, d'ailleurs on va le faire, je vais générer une opacité, quelle qu'elle soit, et je demande, donc là je suis à 30%, et je demande à convertir en objet dynamique. Le calque, quelque part, repart comme s'il était tout neuf, et on se retrouve avec une opacité de 100% ici, mais pourtant l'opacité a été descendue à l'origine. Donc avant de convertir en objet dynamique, on va laisser l'opacité pleine, parce que si on a besoin d'y revenir, on ne pourra pas forcément le faire de la façon la plus souple qui soit. Pardon. Donc, on va aller chercher convertir en objet dynamique en faisant un clic droit sur la bande. Là, pour le coup, on peut jouer avec l'opacité. Et maintenant, on va se rendre dans filtre et on va mettre un petit flou, léger, hein, parce qu'on est quand même sur une lumière dure. Donc, on va mettre un petit flou gaussien. Tac. De quelques pixels de rayon, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. On va pouvoir jouer encore un peu avec l'opacité. Et ce qu'on peut venir faire dans un deuxième temps, on va créer un reflet. Donc on a une surface brillante, on va se dire ça génère un peu de reflet, mais pareil, ça va être très léger. Mais vous allez voir que aussi léger que ce soit, ça va permettre de donner de la cohérence à l'ensemble. Donc on va venir à nouveau maintenir Alt enfoncé, faire un glisser-déposer donc de notre calque en dessous. Donc ce truc-là, ce calque-là, on va l'appeler reflet. À nouveau, on va faire un clic droit et on va demander à appliquer le masque. Donc clic droit sur la vignette du masque et on applique le masque de fusion. Là, on va relancer commande T. Donc un rappel édition transformation manuelle. Là, on va faire un clic droit et on va demander symétrie verticale. Alors, je fais exprès de dire symétrie verticale et pas d'axe, parce que c'est tout sauf une symétrie d'axe, ce qui vient de se passer. Donc, vous pouvez virer le mot axe, hein, que ce soit horizontal ou vertical, puisque là, si on s'en tient à la formulation, la symétrie d'axe verticale, elle aurait dû faire un flip gauche-droite ou droite-gauche, mais certainement pas selon un axe horizontal. Donc, on est bien sur une symétrie verticale. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc, on va venir descendre ce calque, pouf pouf, et à partir de là, on va venir jouer, pourquoi pas, tiens, on va regarder au niveau des modes de fusion. Produit, ça peut être pas mal. Produit, ça peut être pas mal parce que ça va permettre, vous voyez, de retrouver un peu la texture du parquet. Et puis surtout, au-delà de ça, ensuite, on va baisser notre opacité. Alors là, vraiment, on va la baisser, 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 baisser. Et là, pareil, on pourrait alors remettre l'opacité à bloc et on va remettre convertir en objet dynamique. Du coup, on va pouvoir remettre un filtre de flou gaussien très léger également. Pour le coup, on peut dire qu'on met la même chose que pour l'ombre. Maintenant, ceci étant dit, quand on regarde un peu la tête qu'ont les reflets, on pourrait aussi se dire, tiens, on va tenter un truc, on va retourner dans filtre, on va aller chercher flou et on va demander un flou directionnel. Alors les flous directionnels, d'habitude, on s'en sert pour faire des effets de vitesse. Donc là, on va mettre la barre ici, l'angle à la verticale pour avoir un flou qui se répartit selon la verticalité de l'image. Donc on augmente un peu la variable, on va valider avec OK, on va pouvoir revenir et sur le flou directionnel et sur le flou gaussien puisqu'on est sur le traitement d'un objet dynamique et donc du coup n'importe quel filtre qu'on va mettre va se caler en tant que filtre dynamique et donc à partir de là maintenant on peut ramener donc l'opacité, voilà, léger. Il n'y a pas besoin que ça se voit vraiment de façon très très importante. Simplement la structure de l'ombre plus du reflet va permettre de donner une assise, hein, comme si c'était la situation était réelle. Alors maintenant, un dernier point qu'on va faire, on n'est pas toujours dans la possibilité d'avoir le lieu idéal. Et donc là, je manquais un peu de recul. Ce qu'on va venir faire, on va flouter l'arrière-plan, mais on va pas le flouter n'importe comment. Donc, on va à nouveau faire un clic droit et on va demander à convertir en objet dynamique. Et ça, on va le faire sur l'arrière-plan. Vous vous rappelez l'arrière-plan qu'on avait shooté à vide, hein, où il n'y avait pas le sujet. Donc, du coup, on va venir chercher les filtres, galerie d'effets de flou.
et on va prendre le flou qui s'appelle bascule et décentrement. Et celui-là, je l'aime bien quand il y a besoin de rajouter un peu de flou de profondeur de champ. Alors quand vous utilisez les filtres de la galerie d'effets de flou, ils sont assez lourds. Donc si vous le faites sur des grosses images, bah, ça va prendre un petit peu de temps et en fonction de la ressource matérielle que vous avez, donc surtout la mémoire et les disques durs de travail, bah, vous allez voir, ça prendra plus ou moins de temps dans le chargement. Donc là, vous avez une interface qui change légèrement. Vous allez avoir l'interface donc des outils d'effet de flou qui vont se trouver ici. Et donc là, on est sur le flou de bascule et décentrement avec les petites options qui vont avec. Au niveau de l'image, vous allez avoir donc ici une petite punaise que vous allez pouvoir déplacer pour dire le flou va, la zone de netteté va se trouver ici. Le flou va se répartir donc selon le fameux rapport 1/3, 2/3. Pour régler le flou, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous mettez dans le petit cercle qui est ici, puis vous cliquez, vous maintenez le clic enfoncé et vous glissez le long du cercle, ce qui va vous permettre d'augmenter le flou. Vous pouvez voir que ça fait bouger le curseur et la valeur ici. Donc vous allez pouvoir également, pour faire ça, modifier la valeur du curseur. Et donc on voit bien la répartition. Si je mets ici, on voit bien la répartition du flou. Hein. Un tiers à l'avant et 2/3 à l'arrière. Maintenant on est sur une surface plane. Hein. Donc du coup il y a des éléments où on va devoir les prendre en compte. Et donc si on admet que le point a été fait sur le sujet, bah, fondamentalement la zone de netteté au sol va se situer quelque part par ici. Hein. Donc à partir de là, on va pouvoir venir changer la disposition du fameux rapport 1/3, 2/3 en utilisant la petite ligne en pointillé qui se trouve ici. Hein. Vous avez donc la possibilité, en vous mettant en survol au-dessus de la ligne en pointillé, d'augmenter ou de diminuer cette zone-là. Vous avez également la possibilité de jouer avec cette barre-là, hein, la barre pleine, en vous mettant juste au-dessus, de ramener le rapport 1/3, 2/3 plutôt vers l'intérieur ou plutôt vers l'extérieur et de jouer avec les zones de transition. Et donc on va faire on va faire la même chose ici. Alors vous avez une fenêtre de tir qui est assez petite. Hein. On arrive très vite à un moment à venir choper l'outil de rotation. Donc vraiment, vous voyez que ça va assez vite. Il y a des moments, c'est pas très réactif. Donc, hop, là, dès qu'on a la double flèche, on clique, on maintient le clic et on joue avec donc le glisser déposé. Une fois que ça c'est fait, donc on a calé notre zone de netteté. Donc je rappelle, la punaise ici qui va permettre de déplacer l'intégralité de la zone de netteté et des zones de flou. La zone en pointillé, enfin la zone de trait plein, pardon, qui va permettre de gérer où se trouve le rapport 1/3, 2/3. Et la zone en pointillé qui va également permettre de gérer le rapport 1/3, 2/3, mais plutôt en termes de transition entre le net et le flou. En fonction de l'optique que vous utilisez, en fonction du nombre de lamelles, en fonction de l'ouverture du diaph, en fonction de la distance entre le sujet et le photographe, il y a plusieurs variables qui sont à prendre en compte pour le flou de profondeur de champ. Vous allez avoir, c'est surtout lié au diaph et à l'optique, vous allez avoir une transition entre la zone nette et la zone floue qui va être plus ou moins marquée. Un bon exemple, c'est par exemple avec un 50 mm, c'est assez progressif. Quand vous êtes avec un 105 macro, là c'est beaucoup plus radical, le passage du net au flou. Hein, donc là, quelque part, on serait sur une image qui aurait presque pu être prise avec un téléobjectif, avec un flou comme ça. Donc, tac. Une fois que ça c'est fait, on valide avec OK. Et donc on va avoir la barre de chargement, donc là il faut prendre son mal en patience, hein. Ça va être plus ou moins long encore une fois en fonction de la taille d'image et en fonction de la ressource matérielle. Ok, on est bon. Et donc du coup on a un flou qui fonctionne plutôt bien. Maintenant ce qu'on pourrait faire pour donner encore un petit peu plus de volume à l'ensemble, on pourrait par exemple, toujours en se situant au niveau du calque 0, donc du décor, on va venir faire une petite sélection. La lumière elle vient de par là, on le sent bien, donc on va faire une sélection au lasso. On va venir chercher un calque de courbe et on va venir par exemple
pour cette image-là, juste éclaircir un petit peu la zone qui est là. Et ensuite, on s'embête pas. On clique sur le masque de fusion pour activer donc le contour progressif, en tout cas la palette propriété du masque, et attraper le curseur de contour progressif. Et là, en gros, l'idée, c'est qu'on monte la valeur. Alors, je ne suis pas sur le bon masque de fusion, autant pour moi. Donc, on se met sur le bon masque de fusion et du coup, on va augmenter la valeur jusqu'à ce qu'on voit la valeur du contour progressif, jusqu'à ce qu'on voit disparaître le contour de notre sélection. On pourrait potentiellement faire la même chose sur le sujet. Donc là, on va venir chercher un calque de courbe et on va pas venir s'embêter également. On va faire en sorte que le calque de courbe ne tienne compte, ne règle que le sujet. Donc dans la palette des propriétés des courbes qui s'est ouverte, on va cliquer sur ce petit bouton là qui est le symbole de l'écrêtage et qui va permettre de venir écrêter donc le calque courbe par rapport au calque sujet. Alors ça aussi, l'écrêtage, c'est des notions qui sont abordées sur d'autres vidéos de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, dans les commentaires. Donc là, pareil, on va venir éclaircir un petit peu et je vois que ce faisant, hein, je ne touche qu'au sujet. Par exemple, peut-être avec un petit chouille de contraste. Et donc maintenant, si je trouve que c'est trop, je vais prendre mon pinceau en vérifiant que je suis bien sur le masque de fusion, que tout est à 100 au niveau de l'opacité, que je suis bien en noir au niveau du sélecteur de couleurs, et je vais en enlever un petit bout. Je vais enlever un bout du réglage. Tu vois, en masquer un morceau. Voilà. Et là, c'est pas mal du tout. On va en rajouter juste un petit coup ici. Voilà. Et là, on est pas mal. Voilà, eh ben, j'espère que ce petit tuto, ce gros tuto sur la lévitation vous aura plu. Donc hein, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager parce que ça nous aide aussi à avoir de la visibilité. N'hésitez pas à commenter pour nous faire partager vos retours d'expérience et faire profiter la communauté de votre savoir. Rendez-vous sur la chaîne de Studio Gemini donc pour les masterclass. Vous pouvez également aller faire un petit tour du côté de la page Facebook. Moi, en ce qui me concerne, on peut se toper sur Instagram si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.